Merci, Monsieur le Président. Et je dois remercier tout particulièrement Monsieur Vialofon qui, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de vous présenter ces travaux qui, comme vous allez le voir, ont beaucoup de résonance par rapport à ce qui a été dit et certainement par rapport à ce qui suivra. Beaucoup de résonance tout d'abord parce que je vais vous parler de la petite lorgnette de l'abbé Raynal et surtout de son œuvre, qui n'est pas un inconnu par rapport à d'Alembert. C'est très bien, tous les deux fréquentaient le salon de Madame Geoffrin, mais surtout, on collabore ensemble à l'encyclopédie. On ne connaît pas les textes de l'abbé Raynal qu'il a écrit pour l'encyclopédie, mais on sait qu'il a participé. Mais surtout, puisque finalement, il est l'auteur enfin, le grand architecte d'une autre encyclopédie qui est née de l'encyclopédie de Diderot, qui est l'histoire des deux Indes. On pourrait presque dire un clone de l'encyclopédie, en tout cas qui équivaut au niveau de la diffusion et certainement de la diffusion de l'esprit des Lumières. Donc on va quitter le domaine de la science pour parler plutôt du domaine de la littérature, du domaine de l'art et incidemment du domaine de la politique qui, comme vous allez voir, sont assez liés, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, puisqu'il y a beaucoup de porosité entre chacun des domaines. Par la relation de voyage, donc, cette communication, en fait, avait pour titre influence politique et philosophique de l'œuvre des Lumières, et par extension, c'est la postérité de l'œuvre des Lumières, comme vous allez le voir. Donc, par la relation de son voyage en Amérique, Chateaubriand est un de ceux qui, à partir du début du XIXe siècle, vont colporter l'image de l'Amérique associée à l'idéal de liberté. Le plus précieux des trésors que l'Amérique renfermait en son sein, dit-il, c'était la liberté. Chaque peuple est appelé à puiser dans cette mine inépuisable. La découverte de la République représentative aux États-Unis est un des plus grands événements politiques du monde. Une image qui ne cessera d'être reprise pour s'installer définitivement dans le patrimoine commun de la France et de l'Amérique avec l'érection dans la baie de New York de la statue de Bartholdi, la liberté éclairant le monde. Cette image s'est depuis imposée pour symboliser l'idéal de liberté propre aux deux nations qui ont adopté la forme républicaine de gouvernement. Pour découvrir la genèse de ce symbole, bien avant d'en arriver à la Statue de la Liberté, il convient de revenir aux premières heures de la République américaine sur les premiers pas de Benjamin Franklin en France. Donc ce que nous allons suivre là, à partir d'un parcours éditorial, artistique et idéologique, c'est comment on façonne les idées et précisément comment l'esprit des Lumières a façonné l'idéal de liberté. Et ce qui est quand même assez flagrant, comme vous allez, je l'espère, le découvrir. Benjamin Franklin, qui s'embarque pour la France en octobre 1776 à bord du navire Représailles, débarque à Nantes le 29 novembre. Alors que personne en Europe ne savait encore que le Congrès avait envoyé Franklin en France, la nouvelle de son arrivée se répand comme une traînée de poudre. Non seulement en France, mais à travers toute l'Europe, notamment par les bons soins de son correspondant dévoué, le botaniste Barbeu Dubourg. Le 20 décembre 1776, il arrive à Paris, précédé par sa réputation du savant qui a maîtrisé la foudre, annoncé à grand renfort de publicité dans la presse. Depuis l'annonce de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, il est considéré comme un héros. Aussi, la foule enthousiaste reconnaît dans sa tenue et dans ses manières les vertus de l'Amérique avec, je cite, la double auréole du sage raisonnable comme M. de Voltaire et d'enfant de la nature comme Rousseau. Pour la mission secrète qui lui est confiée, Franklin sait que pour faire entendre sa voix, il ne pourra rivaliser avec les Anglais sur le plan de la diplomatie ni du commerce. Aussi comprend-il très vite qu'obtenir l'adhésion de la France passe par la conquête de l'opinion publique. C'est donc ce voyage que je vous invite. Pour cela, dès son arrivée, il va déployer une importante activité afin de rallier les milieux influents de la capitale, savants, académiques, aristocratiques, politiques et maçonniques. Au mois de mars 1777, il élit domicile à l'hôtel de Valentinois à Passy sur l'invitation du riche financier Leray de Chaumont, qui vient d'acquérir cette propriété moins d'1 an plus tôt, avec la complicité de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères.
L'année suivante, Franklin est nommé officiellement ministre plénipotentiaire des 14 États-Unis de l'Amérique septentrionale. À partir de cette date, il aménage définitivement dans une aile du bâtiment principal qui deviendra par la suite la première légation des États-Unis en France. La même année, c'est à Passy qu'il est reçu à la loge des Neuf Sœurs, et le 17 juillet, on lui donne le tablier de Voltaire, ainsi que le 26 juillet 1779, une députation de la loge vient lui apporter sa nomination de vénérable. L'un des premiers actes de vénérable sera l'initiation de son banquier, Ferdinand Grand, celui dont la propriété jouxte celle de Leray de Chaumont, qui est également un de ses intermédiaires auprès de la Société d'Auteuil et de Passy, dont on vient de parler. C'est dans cette propriété que l'abbé Raynal, un ami intime du banquier, habitera à plusieurs reprises pendant le séjour de Franklin. Voilà, donc à partir d'un plan qui a été publié à l'occasion d'un anniversaire de Benjamin Franklin, on voit le magnifique, enfin la fin de ce jardin immense qui allait abriter la première légation des États-Unis en France, enfin et dans le monde, avec le jardin du fameux banquier Ferdinand Grand, dont on va reparler. Dès 1776, lors de son arrivée en France et de son installation à Passy, Franklin est connu par des gravures qui circulent et qui le représentent avec un bonnet de fourrure tel que celui qu'il portait lorsqu'il posa le pied sur le sol français. Cette coiffure dut frapper l'imagination, tant et si bien que le devint dès lors un modèle de création portant le nom de coiffure à la Franklin. Dessiné par Charles-Nicolas Cochin et gravé par Saint-Aubin, ce portrait, avec un bonnet de fourrure, avait été envoyé par Franklin lui-même à sa famille, qui le distribuera à son entourage. Le portrait avait surtout attiré l'attention par cette coiffe semblable au chapeau porté par Jean-Jacques Rousseau, qui lui conférait une certaine simplicité. Cette apparition, soigneusement orchestrée, fut commentée quelques années plus tard dans le Journal de Paris et dans le Mercure de France, indiquant que cette gravure avait été faite sous les yeux de M. Franklin d'après un portrait fait d'après nature et vérifié sur celui que M. de Lafayette avait rapporté en France. Donc déjà, il y a toute une généalogie de l'image. C'est à partir de cette même année, 1776, que le comte de Vergennes, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis XVI, initie la parution des Affaires d'Angleterre et d'Amérique, une publication destinée à contrebalancer dans l'opinion publique la propagande anglaise et relayer discrètement les thèses des insurgents. Donc, c'est pour expliquer que derrière l'œuvre littéraire, en fait, il y a de forts ressorts qui sont des ressorts politiques, comme on va le voir. En 1778, date des traités d'alliance entre la France et les provinces unies de l'Amérique du Nord, marque un sursaut de la production artistique représentant les allégories de l'Amérique. Dès cette date, une planche du graveur Levasseur, sculpteur du roi, d'après le dessin de Borel, intitulée « L'Amérique indépendante », représente l'Amérique sous les traits d'une indienne coiffée de plumes. La liberté sur un socle tient dans ses mains une pique, avec en son sommet un bonnet phrygien, tandis que Franklin, couronné de laurier, contemple l'Angleterre, vaincue par la France, le coq. Cette illustration savamment composée sera rééditée dans les années 1780 avec pour titre « L'Amérique indépendante » dédiée au Congrès des États-Unis d'Amérique. La date de 1778 marque le premier effort d'apothéose de Franklin sous la forme picturale la plus élaborée dans sa conception et son exécution, comme le relève Charles Henry Hart. Franklin est la figure centrale et apparaît dans le costume classique et sévère d'un sénateur romain. Des jambes nues, des sandales, une tunique de toge et une guirlande de feuilles de chêne sur la tête. Sa main droite repose sur l'épaule de l'Amérique, représentée par une femme portant une couronne de plumes de poulet. Je ne sais pas pourquoi de poulet, mais agenouillée à la base d'une statue de la liberté, d'où une tortue, symbole de la patience, s'en va. À sa droite, Mercure, avec un caducée, symbole de la paix et du commerce, et Cérès, symbole de la fertilité, avec le pied sur une charrue, regarde attentivement la tortue se frayer un chemin sur Britannica, le symbole de la Grande-Bretagne, qui est tombé donc sous les coups d'Hercule, symbole de la force et de l'héroïsme, sur le corps prostré de Neptune, symbole des mers, dont le trident est cassé en deux.
Au-dessus de Franklin et de l'Amérique se cache la victoire. Donc une petite parenthèse pour recontextualiser ces images et en même temps leur explication, et faire un peu un parallèle avec notre société, qui est une société de l'image, et bien se rendre compte que si du temps de Raynal et d'Alembert, les images étaient peut-être moins courantes, en tout cas les concepteurs des images étaient des savants, étaient en fait plus que des dessinateurs, mais savaient donner tout leur sens et tout leur poids à leur image, d'où la portée qu'avaient ces images en leur temps. Cette même année, une autre gravure intitulée « Au génie de Franklin » représente le philosophe assis sur des nuées. Il est entouré de Minerve, le protégeant de son bouclier des foudres anglaises, clin d'œil à la maîtrise de l'électricité et du paratonnerre. L'Amérique, à ses côtés, est appuyée sur le globe, tenant dans les mains un faisceau de licteurs qui symbolise les 16 colonies, tandis que Mars, casqué, le glaive à la main, s'apprête à précipiter dans le gouffre l'avarice et la tyrannie qui symbolisent l'Angleterre. Simultanément à cette gravure, le journal de Paris du 15 novembre 1778 donne une explication de l'image qui porte pour la première fois l'inscription latine « Erupuit celo fulmen septrumque tyrannis », il arracha la foudre au ciel et le sceptre au tyran. Formule qui, à partir de là, va être un peu le laissez-passer de Benjamin Franklin. En 1780, la formule dédiée à Franklin, reconnaissant à la fois le scientifique et le philosophe, connaît une nouvelle actualité. Elle est reprise dans le texte de la nouvelle édition de l'Histoire des deux Indes, de l'abbé Raynal, qui lui rend un vibrant hommage. Pour cette nouvelle édition, voici, c'est un frontispice toujours gravé par Charles-Nicolas Cochin, qui représente le philosophe Raynal dans un portrait. Si on a vu tout à l'heure le portrait apaisé de d'Alembert, là on est dans un autre registre, on est dans le registre du philosophe inquisitif, qui enfin pas pour la petite histoire, mais ça mérite quand même d'être signalé. Les ouvrages qui sont derrière sont comme dans le portrait de Madame de Pompadour, c'est l'encyclopédie, qui sert ici à désigner le modèle qui a servi à fabriquer l'Histoire des deux Indes. L'encyclopédie donc étant d'une part un modèle au niveau de la forme, puisque l'Histoire des deux Indes est une encyclopédie, mais aussi sert à désigner l'influence de Diderot, qui a été un des collaborateurs de l'ouvrage. Donc, le portrait savamment mis en scène est exposé sur un bas-relief qui fige l'image de l'immortel auteur. Le bas-relief, on va agrandir, qui est ici, représente une scène allégorique dans laquelle on va retrouver des éléments qu'on a vus tout à l'heure dans la communication du professeur Carbas, dans laquelle les dieux accueillent les esclaves affranchis, délivrés de leur fer. La lumière de la raison, tenue par la vérité, illumine le monde. Le sceptre, le trône et l'épée sont renversés. Un ange descendu du ciel protège de la foudre, avec son bouclier, un peuple en marche qu'il guide vers la liberté, tandis que de la masse des esclaves libérés, qui se débarrassent de leurs chaînes, émerge un bonnet au sommet d'une pique. Donc le bas-relief, placé dans le frontispice du tome 1er, sacralise les écrits de Raynal, désigné comme le défenseur de l'humanité, de la vérité et de la liberté. Bien que l'Amérique et Franklin ne soient pas représentés dans l'illustration de l'ouvrage lui-même, le texte de l'Histoire des deux Indes y fait expressément référence en rappelant qu'il n'y a point eu d'événement aussi intéressant pour l'espèce humaine en général et les peuples d'Europe en particulier que le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, plaçant ainsi la question de l'Amérique au cœur du débat. Un débat qui sera d'ailleurs entretenu par Raynal pendant plus d'une dizaine d'années, avec le prix qu'il fonde un an plus tard à l'Académie de Lyon sur la découverte du Nouveau Monde. Mais c'est surtout le contenu de l'Histoire des deux Indes qui renvoie directement à Benjamin Franklin en louant ses mérites. Je cite « Le vœu pour l'indépendance eut assez de partisans pour que le 4 juillet 1776, le Congrès général se détermina à la prononcer. Hancock, Franklin, les deux Adams furent les plus grands acteurs dans cette scène intéressante, mais ils ne furent pas les seuls. La postérité les reconnaîtra tous. On a écrit au-dessous du buste de l'un d'eux « Il arracha la foudre au ciel et le sceptre au tyran ».
Plus loin, il fallait qu'un Franklin enseignât aux physiciens de notre continent, étonnés à maîtriser la foudre. Il fallait que les élèves de cet homme illustre, réunis en société, jetassent un jour éclatant sur plusieurs branches des sciences naturelles. Il fallait que l'éloquence renouvelât dans cette partie du Nouveau Monde ces impressions fortes et rapides qu'elle avait opérées dans les plus fières républiques de l'Antiquité. Il fallait que les droits de l'homme, que les droits des nations y fussent solidement établis, dans des écrits originaux qui seront le charme et la consolation des siècles les plus reculés. Or, la mise au point du texte et la composition même de cette troisième édition de l'Histoire des deux Indes intervient précisément au cours des années 1776-1777, peu après l'arrivée de Benjamin Franklin et lors de l'apparition de ses premières représentations. Les artistes qui réalisent le portrait de Raynal et l'illustration de l'Histoire des deux Indes sont les mêmes qui réalisent les images de Franklin arrivant en France, le premier d'entre eux étant Charles-Nicolas Cochin. Alors on connaît les relations très étroites qui unissent Cochin et Raynal dès 1749. Cochin, un des plus célèbres illustrateurs de son temps, mit son talent au service de l'abbé Raynal pour plusieurs de ses projets éditoriaux, bien avant de participer à l'illustration de l'Histoire des deux Indes. En rapprochant les dessins qui illustrent la liberté dans l'Histoire des deux Indes de ceux utilisés par Benjamin Franklin pour mettre en avant l'image de l'Amérique, il est aisé de reconnaître les mêmes éléments de communication, la foudre, le sceptre, la pique et le bonnet phrygien, ceux-là même qui vont peu à peu se multiplier pour forger dans l'opinion publique l'image de la liberté. Si le texte consacré à l'Amérique qui paraît en 1780 dans l'Histoire des deux Indes laisse une large place à Benjamin Franklin, il s'est surtout considérablement développé d'édition en édition. Rappelons que la première édition de l'Histoire des deux Indes, censurée, date de 1770. Or, dans 1770, déjà, voici les textes consacrés à l'Amérique qui sont publiés. Rompez le nœud qui lie l'ancienne Bretagne à la nouvelle. Bientôt, les colonies septentrionales auront plus de force qu'elles n'en avaient dans leur union avec la métropole. Ce grand continent, affranchi de toute convention en Europe, aura la liberté de tous ses mouvements. Ainsi, tout conspire au grand démembrement dont il n'est pas donné de prévoir le moment. Tout y achemine. Et les progrès du bien dans le nouvel hémisphère et les progrès du mal dans l'ancien. Écrit 6 ans avant la Révolution américaine, ce texte deviendra prophétique et le complément ajouté en 1780 va conférer à l'abbé Raynal une image d'oracle. Je cite, « Contrée héroïque, dit-il, mon âge avancé ne me permet pas de te visiter, jamais je ne me verrai au milieu des respectables personnages de ton aéropage, jamais je n'assisterai aux délibérations de ton congrès, je mourrai sans avoir vu le séjour de la tolérance, des mœurs, des lois, de la vertu et de la liberté. » Sur le fond, le texte de l'Histoire des deux Indes suit de très près l'actualité du moment, à travers les éditions successives, au point de faire dire que Raynal s'est attaché à tenir son livre au courant plutôt qu'à le perfectionner. Mais il vient surtout servir une campagne de communication destinée à sensibiliser l'opinion publique sur la question ambivalente de l'Amérique, à la fois monde nouveau, rêvé des philosophes, et lieu d'expérimentation politique. Un objectif atteint auprès du public dès le printemps 1780, comme il l'avouera lui-même à Franklin dans une de ses correspondances, je cite, « L'Amérique est devenue si intéressante pour toutes les nations qu'on ne peut instruire trop tôt le public de ce qui la regarde. » À cette date-là, la représentation des deux personnages a évolué. Franklin a quitté la coiffe de Jean-Jacques Rousseau pour prendre une tenue plus respectable, à la hauteur de sa charge, ministre plénipotentiaire des États-Unis, alors que Raynal, tout au contraire, a pris une tenue plus contestataire, celle de l'écrivain défenseur de la vérité, oracle de la Révolution française. Après 1780, le rêve américain est devenu réalité. Tous les regards sont fixés aujourd'hui sur l'Amérique septentrionale, dira Gara. C'est là que s'agitent les plus grands intérêts de l'univers. C'est là que vont se réunir presque toutes les craintes et toutes les espérances du monde. L'expérience américaine vécue et commentée entre désormais dans l'histoire. C'est ainsi qu'en 1781 paraît à Londres un ouvrage intitulé « Révolution de l'Amérique » signé de l'abbé Raynal. Le livre est publié en français et en anglais. C'est une réimpression partielle d'un des chapitres de l'Histoire des deux Indes auquel l'introduction sert de renvoi, indiquant que c'est un des plus beaux ouvrages qui est paru depuis la Renaissance des lettres et peut-être le plus instructif de ceux que nous connaissons.
C'est une production dont on n'avait point de modèle et qui pourra bien servir un jour. Donc, cet ouvrage s'accompagne d'un frontispice où l'abbé Raynal est, cette fois, son portrait dit contestataire est quand même encadré de lauriers et donc surplombe une carte de la Pennsylvanie. Un autre avertissement de l'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon y annonce le sujet du concours ouvert par cette même académie, cette année-là. La découverte de l'Amérique a-t-elle été utile ou nuisible au genre humain? Si elle a produit des bienfaits, quels sont les moyens de les conserver ou de les accroître? Et si elle a produit des maux, quels sont les moyens d'y remédier? Le texte qui sert de modèle de réponse à la question posée et prolonge dans le temps et dans l'espace le débat ouvert sur le Nouveau Monde. C'est en effet par le concours de l'Académie de Lyon que le débat va s'exporter à l'étranger et principalement outre-Atlantique, où l'ouvrage de Raynal connaîtra un succès exceptionnel avec la diffusion de 16 éditions en langue anglaise, abondamment commentées par les partisans et les opposants de la Révolution américaine comme Thomas Paine ou Filippo Mazzei, ce qui fera dire au libraire new-yorkais James Rivingstone au sujet de la Révolution d'Amérique de Raynal « A most curious work and much read by the literate ». Le 3 septembre 1783 sont signés les traités de paix entre l'Angleterre et les États-Unis à Paris et entre la France et l'Angleterre à Versailles, tandis qu'une médaille portant le nom de Libertas Americana voit le jour. Conçue par Benjamin Franklin, elle est destinée à rendre hommage à la France et à célébrer l'indépendance de l'Amérique. Sur cette médaille, gravée par Augustin Dupré, la liberté prend le visage d'une jeune femme, les cheveux au vent, avec en fond un bonnet au sommet d'une pique. Un imprimé donne l'explication détaillée de cette médaille, destinée à être monument durable des événements qui y sont désignés, ainsi que la reconnaissance des États-Unis envers leur grand et généreux bienfaiteur. Le texte de cette explication sera repris dans la correspondance littéraire. Je cite « On y voit sur le revers de la médaille un Hercule au berceau, étouffant un serpent de chaque main. Minerve le couvre d'une égide aux armes de France et menace de son javelot le léopard anglais, dont la fureur s'acharne tout entière sur le bouclier de la déesse. » L'année suivante, en 1784, Franklin passe commande toujours à Augustin Dupré, qui habitait alors à Auteuil, d'une autre médaille le représentant. Cette médaille, qui est destinée à la loge des 9 sœurs, représente Franklin de profil, aux cheveux longs. Au revers, une allégorie figurant un génie ailé écarte de sa main droite les éclairs de la foudre vers un paratonnerre, au-dessus d'un temple, tandis qu'il désigne de sa main gauche une couronne et un sceptre brisé gisant à ses pieds. Une autre version de cette médaille, que voici, reprend sur l'autre revers l'épigramme de Turgot, Eripuit, Celo, Fulmen, Septrum Tyrannis, il arracha la foudre au ciel et le sceptre au tyran. En 1786, l'indépendance des États-Unis est le titre d'une gravure qui représente l'Amérique figurée par un personnage avec un chapeau de plumes, tenant d'une main une pique surmontée d'un bonnet phrygien et de l'autre le caducée, symbole du commerce, foulant à ses pieds le léopard, encore donc le léopard, symbole de l'Angleterre, tandis que l'Amérique s'accoude à une colonne surmontée du phénix de la renommée sur les armes de France. Les médaillons de Louis XVI, de Franklin et de Washington reposent sur un socle portant l'inscription « L'Amérique et des mers, ô Louis, vous reconnaissent pour bienfaiteur ». En 1790, année de la mort de Benjamin Franklin, une nouvelle estampe le représente statufié aux côtés de la liberté, qui tient d'une main une pique surmontée du bonnet phrygien et de l'autre une couronne de laurier qu'elle pose sur sa tête. Au pied du socle, au pied du socle portant le buste, un angelot désigne sur une carte l'Amérique, tandis qu'apparaît un roi d'échecs renversé. La même année, Raynal est aux côtés de Franklin dans une allégorie à la gloire de la France, intitulée « La régénération de la nation française en 1789 », dédiée et présentée à l'Assemblée nationale. Alors, comme vous comprenez, on ne va pas commenter toute l'image, elle est assez dense, mais cependant, on y voit la France, les éclairs entre les mains, qui protège à la lumière de la raison le roi et la Constitution sous le regard admiratif des 4 continents. À ses pieds, désignés parmi les génies immortels, je cite, qui l'ont excité à rompre les chaînes de l'esclavage et le joug de l'oppression qu'ils achèvent de briser,
On y distingue côte à côte Franklin et Raynal. Alors, là, avec ça. Voilà. Voilà. Donc, on y distingue les deux personnages, l'un avec ses négociations politiques, l'autre avec son histoire philosophique, tandis qu'en fond, sur la Bastille en ruine, émerge un bonnet phrygien au sommet d'une pique. Revenir. Là, voilà, quelque part par là, il y a un bonnet phrygien au sommet d'une pique. À peine éclose, la Révolution, obsédée par l'idée de sa représentation, se préoccupe très vite de l'édification des monuments à sa gloire, de célébrer ses conquêtes. Très vite, c'est le bonnet et la pique qui correspondent le mieux aux images que conçoivent les patriotes de la liberté. Ces attributs s'imposent d'autant plus qu'ils deviennent ceux des sans-culottes dès 1792. C'est ainsi que le 22 septembre 1792, la Convention adopte comme sceau de la République française un bonnet phrygien au sommet d'une pique. La République française s'entend dès lors comme un gouvernement d'hommes libres et comme synonyme de liberté, de fraternité, symbolisé par le faisceau. Un symbole qui sera repris dès lors dans l'importante production révolutionnaire, notamment lors de la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc tout ça pour montrer que le survol de l'illustration se rapportant à la liberté dans la dernière décennie du XVIIIe siècle renvoie à l'image de l'Amérique. Il permet de mettre en évidence, avec l'évolution d'un symbole façonné et forgé pour devenir un emblème, la mise en place du statut de héros que va insensiblement incarner Benjamin Franklin. Il dévoile, à la lumière de son parcours éditorial, l'existence d'une véritable campagne de communication soigneusement préparée et destinée à frapper l'imagination en vue d'influer l'opinion publique. Cette campagne, mise en place pour accompagner la naissance de la République américaine, s'appuie conjointement sur une production littéraire et une création artistique importante, au plus grand bénéfice de la réputation de Franklin et de toute une corporation d'artistes, artisans, graveurs, sculpteurs, imprimeurs et libraires. Parmi les images utilisées pour figurer la liberté et le bonnet phrygien, le bonnet phrygien prend peu à peu sa place dans les attributs révolutionnaires avant de s'imposer officiellement comme emblème de la République. Dans la mythologie révolutionnaire, cette coiffe est rattachée au piléo, bonnet conique des esclaves affranchis sous l'Empire romain. Une filiation qui s'inscrivait ainsi dans le discours de l'époque, alors que cette coiffe en réalité est bien connue bien avant, en Orient, sous le nom de bonnet phrygien ou bonnet persan, attribut des divinités orientales Attis et Mitra. La véritable apparition de ce symbole sur la scène publique et à très grande échelle intervient en 1780 par l'intermédiaire d'un des livres les plus lus à la veille de la Révolution française, l'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal, dont le texte aux attraits encyclopédiques vient servir avant l'heure les idées nouvelles, l'indépendance américaine, les droits de l'homme et l'abolition de l'esclavage. L'attitude de Raynal en faveur de l'insurgence et l'enthousiasme avec lequel il suit le développement des affaires américaines et celui avec lequel il appuie la cause des insurgents avaient déjà été soulignés. Cependant, la mise en évidence des liens très étroits qui le lient au plus haut niveau de l'État avec les instigateurs de la communication et sur le terrain avec les artistes, qui en sont les artisans, permet de révéler sa véritable place dans une stratégie du pouvoir en faveur de l'indépendance américaine, une stratégie à la fois politique, commerciale et militaire, visant à soutenir la cause américaine et à réduire l'influence de l'Angleterre. L'objectif inavoué de l'Histoire des deux Indes sera atteint en devenant le best-seller de son siècle et une machine de guerre au service de l'Amérique. Raynal, cadet de Franklin de 7 années, partageait comme lui la même expérience d'éditeur, de journaliste, d'auteur. Comme lui, il mena le combat contre l'obscurantisme des prêtres et contre le pouvoir arbitraire des souverains. Si Franklin s'impose à la fois comme le savant et le politique qui a fait triompher la science et la raison par la découverte du paratonnerre et la déclaration de l'indépendance, Raynal s'impose comme l'historien qui a fait triompher la philosophie par son Histoire des deux Indes, en révélant au monde le commerce infâme de l'esclavage. Chacun d'eux aura une influence considérable sur l'opinion publique, l'un par ses inventions et son talent de diplomate, l'autre par son génie de la communication. Deux entreprises qui se rejoignent sur le fond pour l'avènement d'un monde nouveau.
Les regards croisés sur l'avènement de la République américaine et l'aventure éditoriale de l'histoire des deux Indes, ainsi que sur les parcours respectifs de Franklin et de Raynal, conduisent à penser que cet ouvrage-là, donc l'histoire des deux Indes, fait partie intégrante de la campagne de communication mise en place pour l'avènement de l'indépendance américaine. Un événement auquel tous deux contribuèrent activement. Si l'image de la liberté restera assimilée jusqu'à nos jours au personnage de Benjamin Franklin, qui décédera au sommet de sa gloire, après avoir vu la réalisation de son rêve, il n'en est pas de même pour l'abbé Raynal, qui vivra trop longtemps. Témoin des excès de ses disciples, il usera de sa liberté de parole pour critiquer le nouveau régime dans une adresse à l'Assemblée nationale du 31 mai 1791, qui le privera de postérité. Cependant, en 1793, à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ses promoteurs n'oublieront pas celui qui, dans son Histoire des deux Indes, fut un de ses premiers artisans, comme en témoigne la gravure qui paraît à cette date-là, qui là aussi mériterait beaucoup d'explications, mais qui nous interpelle sur plusieurs points. Cette gravure, intitulée « La Révolution française arrivée sous le règne de Louis XVI », permet d'observer du haut du ciel le voile soulevé par le patriotisme, donc là je cite la légende, soulevé par le patriotisme sur la figure d'un vétéran et qui laisse apparaître l'auguste vérité resplendissante qui vient éclairer la nation. L'Assemblée nationale et l'univers, la liberté française sous la figure d'une femme ailée, prête à descendre en terre. Et d'un seul mouvement fait tomber la couronne et briser le sceptre de fer de l'affreux despotisme. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments de communication. Dans le cortège des écrivains, vous vous doutez bien qu'on va retrouver quelqu'un qu'on connaît, qui ont instruit le peuple sur ses droits, je cite, et vengé la Révolution. On distingue entre l'histoire du clergé de Voltaire et le contrat social de Rousseau, l'histoire des deux Indes de l'abbé Raynal. Tandis que dans le ciel, un angelot déroule un ruban sur lequel est inscrit la citation extraite de l'histoire des deux Indes. Voilà. La liberté vient de Dieu, l'autorité vient des hommes. C'est pour rendre justice à celui qui fut à la fois précurseur de la lutte contre l'esclavage et ami de Franklin, promoteur de la Révolution américaine et française et des droits de l'homme. Et donc là, on est vraiment dans la postérité et même dans l'actualité de l'abbé Raynal, qu'est née l'idée de donner son nom à une grande artère parisienne sur les lieux même où il vécut, c'est-à-dire à Chaillot, à mi-chemin entre l'emplacement de l'hôtel de Valentinois à Passy, où il rencontra Franklin, et celui du numéro 1 de la rue des Batailles, devenu aujourd'hui avenue du Président Wilson, tout proche de l'esplanade des droits de l'homme, pour lesquels il a tant œuvré, et face au square de Yorktown, où se trouve la statue de Benjamin Franklin, que sera donc baptisée au printemps prochain une allée au nom de l'abbé Raynal, donc cet ami de d'Alembert, encyclopédiste et auteur de l'histoire des deux Indes. Je vous remercie.